L'affaire Outreau est une affaire pénale d'agression sexuelle sur mineurs concernant des faits qui se sont déroulés entre 1997 et 2000. Elle a donné lieu à un procès devant la Cour d'assises du Pas-de-Calais, Saint-Omer, du 4 mai 2004 au 2 juillet 2004, puis à un procès en appel auprès de la Cour d'appel de Paris en novembre 2005, enfin à un procès à Rennes en 2015 devant la Cour d'assises pour mineurs d'Ille-et-Vilaine, Rennes. L'affaire a débouché sur l'acquittement de la plupart des accusés, avec 13 innocentés, dont plusieurs avaient été maintenus en prison pendant plusieurs années, en détention préventive, et 4 jugés coupables. 12 enfants sont reconnus par la justice victimes de viols, d'agressions sexuelles, de corruption de mineurs et de proxénétisme. Un accusé s'est suicidé en prison lors de sa détention préventive, avant le premier procès. Elle a suscité une forte émotion dans l'opinion publique et mis en évidence des dysfonctionnements de l'institution judiciaire et des médias. La lutte contre la pédocriminalité est annoncée comme prioritaire depuis 1996 au plus haut niveau de l'État. Une commission d'enquête parlementaire a été mandatée en décembre 2005 pour analyser les causes des dysfonctionnements de la justice dans le déroulement de cette affaire et proposer d'éventuelles réformes sur le fonctionnement de la justice en France. Les enfants de Thierry Delay et de son épouse Myriam Badawi sont placés dans des familles d'accueil à partir du 25 février 2000, à la demande expresse de l'épouse, qui dénonce des violences de son mari. En décembre de la même année, ces enfants disent à leurs assistantes familiales avoir été obligés de regarder des cassettes pornographiques avec leurs parents. Ils évoquent également des choses que leurs parents auraient fait subir à certaines personnes, notamment des locataires de la cité HLM de la Tour du Renard à Outreau, Pas-de-Calais, où habitent les Delay Badawi, ainsi que des personnes extérieures. Les assistantes familiales préviennent alors l'aide sociale à l'enfance. La direction de l'enfance du Pas-de-Calais, à Boulogne-sur-Mer, fait un signalement, en janvier 2001, au procureur de la République de la ville, Gérald Le Signe. Le parquet déclenche alors l'action publique. L'instruction débute en 2001. Elle se clôt en mai 2003 par une ordonnance de mise en accusation. Elle est confiée au juge d'instruction Fabrice Burgot, qui occupe son premier poste depuis à peine une année, avec demande d'ouverture d'une information par le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer, Gérald Le Signe. Sur les dénonciations de plusieurs enfants, confirmées par leurs parents, sur les témoignages de plusieurs inculpés qui s'accusent mutuellement, 6 avoueront, 2 se rétracteront, un grand nombre de personnes sont mises en garde à vue puis en examen. 18 d'entre elles, dont les parents des principaux enfants accusateurs, sont écrouées en détention provisoire par décision du juge des libertés et de la détention. Certaines y restent 1 an, d'autres un peu plus de 3 ans. L'une d'elles meurt en prison d'une surdose de médicaments. Il a été rapporté qu'elle s'était suicidée, mais cette version est contestée. Il pourrait s'agir d'une erreur médicale. L'enquête préliminaire de police début 2001 auprès du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer met en évidence un nombre assez élevé d'admissions des enfants de lait à l'hôpital, entre novembre 1994 et décembre 1998. Certains motifs d'hospitalisation confortent les soupçons de maltraitance et d'agression sexuelle, infection du prépuce avec ulcération du méa urétral, traumatisme crânien et perte de connaissance initiale, inflammation de la bourse droite, infection du testicule, douleurs abdominales, selles solides avec sang rouge, diarrhée fébrile avec traces de sang dans les selles. Une suspicion d'atteinte sexuelle sur un enfant de la famille était clairement formulée en juin 1999 par la DDPJJ. Les enfants de lait ont également révélé la présence d'autres enfants lors de viols en réunion. 15 enfants, identifiés avec les déclarations de certains adultes mis en examen, ont été placés en famille d'accueil, puis interrogés par les policiers et le magistrat instructeur et examinés par 2 experts psychologues qui ont validé leurs propos. 12 enfants qui maintiennent leurs déclarations seront finalement reconnus victimes et indemnisés à la suite du premier procès. Le tournage de cassettes pédopornographiques est évoqué par les enfants et plusieurs adultes, de même que la vente des cassettes tournées en Belgique. C'est ainsi un réseau pédophile international qui se serait formé autour des enfants martyrisés d'Outreau. Une enquête est également menée concernant une petite fille de 5 à 6 ans, qui aurait été tuée lors d'un viol en réunion, selon la déclaration initiale d'un des mis en examen, les témoignages de Myriam Badawi et de 2 enfants de lait et le témoignage indirect d'une autre victime. Le 4 mai 2004, s'ouvre, au palais de justice de Saint-Omer Pas-de-Calais. Le procès dit procès d'Outreau, du nom de cette ville de la banlieue boulonnaise où se seraient déroulés les faits présumés.
L'affaire défraye la chronique à plusieurs reprises au cours de l'instruction. Certains évoquent une « affaire du trou à la française ». À Saint-Omer, une foule impressionnante de journalistes et de curieux se précipite chaque jour des 9 semaines d'audience, pour assister au jugement des 17 accusés qualifiés de « monstres ». Le procès a eu lieu dans la petite salle des assises du tribunal de Saint-Omer dont l'exiguïté a entraîné une disposition inadaptée, les victimes étant placées dans le box des accusés, alors que les 17 accusés occupaient la salle d'audience en compagnie de leurs avocats et d'une centaine de journalistes. Une seconde salle a été utilisée avec une liaison vidéo vers la salle d'audience pour permettre à des journalistes et quelques personnes du public d'assister au procès. Par la suite, un petit chapiteau à l'extérieur a remplacé cette seconde salle qui n'était plus disponible. 4 personnes plaident la culpabilité, Thierry Delay, Myriam Badawi et leurs voisins de palier, David Delplanque et Aurélie Grenon. 13 personnes, 4 femmes et 9 hommes, plaident l'innocence. Les 4 accusés qui ont reconnu leur culpabilité sont condamnés à 15 et 20 ans de réclusion criminelle pour le couple Badawi-Delay pour viol, agression sexuelle, proxénétisme et corruption de mineurs, à 4 et 6 ans de détention pour le couple de voisins Delplanque-Grenon. 7 des 13 accusés niant les faits, pour lesquels Gérald Le Signe, procureur de la République de Boulogne-sur-Mer, et avocat général à Saint-Omer, avaient requis l'acquittement, sont effectivement acquittés. Les 6 autres accusés sont condamnés, dont 4 à des peines couvrant la détention provisoire qu'ils ont déjà effectuée. Les 2 autres sont emmenés en prison pour effectuer le solde des peines prononcées, mais quelques jours plus tard, ils retrouvent leur famille, après une ultime demande de remise en liberté. Ces 6 condamnés feront appel de la décision rendue à Saint-Omer. Le procès en appel de 6 des 10 personnes condamnées en première instance se tient en la Cour d'appel de Paris en novembre 2005. Dès les premiers jours, la principale accusatrice, Myriam Badawi déclare que les 6 appelants n'ont strictement rien fait et qu'elle a menti. Son ex-mari, Thierry Delay, soutient ces déclarations. 6 jours après, elle se rétracte. Durant l'audience, les avocats de la défense mettent en cause les expertises psychologiques et invoquent à tort un conflit d'intérêts pour l'un des experts, Marie-Christine Grison. 5 nouveaux experts seront nommés en urgence par le président de la cour d'assises, qui rendront des conclusions identiques aux premiers experts sur la crédibilité des enfants. Les rétractations de 3 enfants, au cours de leur interrogatoire par Odile Mondineux-Héderet, présidente de la cour d'assises, contribuent toutefois à affaiblir l'accusation. Jean-Luc Viaud, expert psychologue, déclenche une polémique en déclarant à la sortie de son audition lors du procès: « Quand on paye les expertises au tarif d'une femme de ménage, on a des expertises de femmes de ménage. » La remarque visait, selon les explications qu'il a fournies ultérieurement, les reproches de forme qui lui avaient été adressés à la barre, mais a été relayée par certains journalistes comme un aveu de la mauvaise qualité des expertises pratiquées. À la fin du procès, l'avocat général requiert l'acquittement pour l'ensemble des accusés. La défense renonce à plaider, préférant observer à la place une minute de silence pour François Mourmand, mort en prison d'une surdose médicamenteuse dans des circonstances non élucidées. Fait exceptionnel, le procureur général de Paris, Yves Beau, vient dans la salle d'audience en fin de séance de la dernière journée du procès sans prévenir la présidente de la cour d'assises, Odile Mondineux-Héderet, pour présenter ses excuses aux accusés au nom de la justice, avant même le rendu du verdict, ce qui lui sera reproché par plusieurs magistrats. Enfin, le jeudi 1er décembre 2005, un verdict d'acquittement général pour l'ensemble des accusés est rendu par le jury, mettant fin à 5 années de ce qui est souvent qualifié, depuis le premier procès, de naufrage judiciaire voire d'un Tchernobyl judiciaire. Quelques heures après le verdict, le ministre de la Justice, Pascal Clément, donne une conférence de presse, présentant à son tour ses excuses aux acquittés au nom de l'institution judiciaire. Il annonce l'ouverture d'une triple enquête des inspections générales des services judiciaires, policiers et sociaux et évoque la possibilité de sanctions administratives contre certains acteurs de l'affaire au vu des résultats de l'enquête. On annonce aussi plusieurs modifications dans la procédure pénale, surtout dans les affaires d'abus sexuels sur mineurs. Le 5 décembre, 5 jours après le verdict de la Cour d'assises d'appel, le président de la République, Jacques Chirac, publie un communiqué indiquant qu'il avait souhaité écrire à chacune des personnes concernées pour leur exprimer, à titre personnel, toute son émotion et son soulagement, et leur présenter, en tant que garant de l'institution judiciaire,
regrets et excuses. Sur les raisons des dysfonctionnements et des éventuelles responsabilités qui ont conduit à cette catastrophe judiciaire, il a tenu à préciser aux victimes que des enquêtes étaient ouvertes, que toutes les conclusions seraient tirées et qu'il y veillerait personnellement. 10 ans après son acquittement, Daniel le grand-fils comparaît pour la 3e fois devant la justice dans le cadre de cette affaire, durant un procès ayant lieu du 19 mai au 5 juin 2015 devant la cour d'assises pour mineurs de Rennes. En effet, bien qu'ayant été innocenté en tant qu'adulte lors du procès en appel de Paris, il est resté accusé pour des faits qu'il aurait commis en tant que mineur, entre 1997 et 1999, le syndicat FO Magistrats et l'association de protection des enfants Innocence en danger, ayant signalé au parquet en 2013 que le dossier n'était pas prescrit. 3 des frères de lait, devenus majeurs et s'étant portés partie civile, accusent Daniel Legrand de viol, l'aîné affirmant aussi que Daniel Legrand avait lui-même été victime de viol, ce que celui-ci ne confirme pas. Les parents Thierry Delay et Myriam Badawi de leur côté disculpent Daniel le grand-fils. Daniel le grand-père étant décédé en 2012, les acquittés survivants des 2 procès précédents, cités par la défense, viennent soutenir Daniel le grand-fils et relater leur calvaire. L'ancien juge d'instruction Fabrice Burgot, devenu depuis chef du bureau à la Cour de cassation, est interrogé comme témoin et ne peut expliquer les manques de l'instruction concernant la vérification des accusations de l'époque contre Daniel le grand-père et fils. L'avocat général décide de plaider l'acquittement, les 6 avocats de la défense décidant de ne pas plaider. Daniel Legrand est relaxé. À la suite de l'acquittement général au procès en appel, l'Assemblée nationale décide en décembre 2005, à l'unanimité, de nommer une commission d'enquête parlementaire. En janvier 2006, des polémiques naissent quant à la composition de cette commission et au sujet du huis clos décidé pour les auditions de certaines personnes concernées par l'affaire. Le choix du huis clos, initialement envisagé, est contesté par les acquittés, et la commission n'a plus d'hésitation à l'abandonner quand le juge Burgot fait part, lui aussi, de sa préférence pour des auditions publiques. Mais ce huis clos peut toutefois être rétabli pour les personnes interrogées qui en font la demande. Entre le 10 janvier et le 12 avril 2006, la commission d'enquête entend 221 personnes pendant plus de 200 heures, juges, prévenus, mais aussi journalistes. Comme toute commission parlementaire, cette commission a 6 mois pour rendre son rapport. Elle dispose d'un certain nombre de pouvoirs, dont celui de contraindre toute personne à venir témoigner devant elle. Elle peut aussi avoir accès à tous les documents qu'elle souhaite, sauf cas particuliers comme le secret défense. La commission d'enquête parlementaire sur Outreau, officiellement appelée commission d'enquête chargée de rechercher les causes de dysfonctionnement de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement, est présidée par le socialiste André Valigny et secondée par l'UMP Philippe Houillon comme rapporteur, tous deux étant avocats de métier. Les enregistrements des vidéos de l'ensemble des intervenants de ce procès invités par la commission, avocats, juges, experts, procureurs, acquittés, sont visibles sur le site de l'Assemblée nationale. Elle est composée de 30 membres, le maximum que peut compter une commission, répartie proportionnellement à la représentation politique de l'Assemblée nationale. La commission procède à de nombreuses auditions dont le calendrier est rendu public. Le 18 janvier 2006, ceux qu'on nomme les acquittés d'Outreau peuvent exprimer leur vision du système judiciaire dans le cadre de l'enquête, suivie le lendemain par leurs avocats. Les auditions de la commission d'enquête parlementaire sont retransmises avec un léger différé pour permettre d'anonymiser les prénoms des enfants, afin de préserver leur identité, sur la chaîne parlementaire puis relatées dans les journaux télévisés des chaînes nationales ainsi que dans la presse. L'ensemble de la chaîne judiciaire montre le calvaire vécu par les accusés depuis la garde à vue jusqu'au procès, la destruction de leur vie et de celle de leurs enfants. L'un des accusés, Alain Maréco, né le 27 mai 1964, un huissier de justice, fait une tentative de suicide quelques jours après son audition par la commission. Cet événement, joint aux dénonciations incisives des avocats des accusés, cause une vive émotion à travers le pays. Alain Maréco publiera en 2005 un livre, Chronique de mon erreur judiciaire, qui raconte l'histoire de son accusation. L'ouvrage sera adapté en film sous le titre de Présumé coupable, réalisé par Vincent Garinck, où Alain Maréco est interprété par Philippe Torreton. D'après la commission parlementaire, les problèmes étaient les suivants. Le signalement des maltraitances et des abus sexuels, une réaction tardive, conséquence de cloisonnements excessifs.
La parole et le traitement des enfants, un défaut de prudence et de méthode. Une instruction univoque. Une valorisation excessive du rôle des experts. L'exercice entravé des droits de la défense. Les contrôles exercés par la chaîne judiciaire, une succession de défaillances. Une pression médiatique excessive. D'abord concernant la justice, tous les échelons de l'appareil judiciaire sont mis en cause, surtout les pouvoirs importants du juge d'instruction, le non-respect de la présomption d'innocence, le recours à l'emprisonnement préventif ainsi que l'importance donnée aux expertises psychiatriques, jugées trop grandes. Les acteurs sociaux sont, eux aussi, mis en cause par les avocats de la défense, notamment les experts psychiatriques et les professionnels, assistants sociaux, etc. ayant recueilli la parole de l'enfant, mais aussi les associations de protection de l'enfance accusées de faire du lobbying et d'exercer une forte pression sur les juges en dressant le spectre du scandale. Beaucoup de critiques, émises par les avocats des accusés et par le docteur Paul Bensoussan, qu'ils avaient invité à témoigner lors du procès en appel, portèrent sur l'écoute de la parole de l'enfant victime, jugé comme abusivement cru sans précaution, extrémité qui serait un retour de balancier à la suite de la prise de conscience de la gravité des abus sexuels sur mineurs au cours de la décennie précédente. Un des éléments le plus souvent mis en avant par la commission parlementaire semble être le problème de la solitude du juge d'instruction. Les parlementaires ont souligné à plusieurs reprises qu'il paraissait difficile de continuer à laisser le juge d'instruction prendre autant de décisions aussi importantes sans en référer ou au moins en discuter avec qui que ce soit. Un autre problème apparu lors de l'audition du juge Burgot, le 8 février 2006, est celui de l'inexpérience des juges sortant de l'école. Un parlementaire a ainsi indiqué qu'il lui semblait que, pour des affaires d'importance, un délai de 5 ans d'expérience semblait être un minimum. En l'occurrence, le problème est que, dans la juridiction de Boulogne-sur-Mer, il n'y avait que 3 juges d'instruction, dont le plus expérimenté n'avait, à l'époque des faits, qu'1 an et demi de pratique. La pénurie de moyens, devant une judiciarisation des relations sociales, est également mise en avant. Le budget de la justice mettait la France au 29e rang européen en octobre 2006 selon la Commission européenne pour l'efficacité de la justice. En octobre 2010, la France était classée 37e sur 43 pays. Cela dit, on constate qu'à l'issue d'une procédure disciplinaire menée par le Conseil supérieur de la magistrature, le juge d'instruction Fabrice Burgot n'a été sanctionné que par une réprimande avec inscription au dossier. La procédure inquisitoire de la justice française est largement remise en cause, dans la mesure où le rôle assigné au juge d'instruction empêcherait celui-ci de faire preuve d'humanité et d'humilité. Sa position au sein de l'institution ne le placerait pas non plus en position d'instruire à décharge les affaires qui lui sont confiées. On peut toutefois rappeler que plus de 2000 non-lieux ont été rendus en 2005 en France, ce qui tend à montrer qu'effectivement, la pratique courante est d'instruire à charge et à décharge. À l'époque des procès d'Outreau, Nicolas Sarkozy, alors dirigeant de l'UMP, fait de la disparition du juge d'instruction l'un de ses principaux combats. Élu président de la République, il fait référence à l'affaire d'Outreau pour justifier début 2009 le projet de réforme de la procédure pénale incluant une suppression des juges d'instruction. Ce projet, qui institue un juge de l'instruction travaillant sous la direction du parquet, lui-même restant dépendant du pouvoir exécutif, est abandonné en 2010. De nombreux experts psychologues, Jean-Luc Viaud, Marie-Christine Grison de Jehansard et psychiatres ont œuvré dans ce dossier. Leurs conclusions ont été dénoncées par les avocats de la défense, notamment devant la commission parlementaire par Thierry Normand, l'avocat des enfants de lait, qui les qualifie de « désastre absolu », ou de l'abbé Dominique Ville qui les traite de « fumistes aveuglés dans leur quête de resacralisation de l'enfant ». Si la partialité et l'incompétence des experts psychiatriques ont été également remises en cause par les médias, la Fédération française de psychologie rappelle que les psychologues livrent des hypothèses qui n'ont pas à être traitées ou entendues comme des vérités absolues. Cela n'a pas empêché le procès en appel d'aboutir à une diabolisation de l'expertise à coups d'assertions fausses, la Cour ayant sans doute besoin d'un exutoire, et les experts lui ont fourni une cible facile. Lors du procès en appel, le tribunal avait demandé à un second collège d'experts d'examiner les enfants victimes, et leurs conclusions ont confirmé celles des experts qui avaient été mis en cause, Jean-Luc Viaud et Marie-Christine Grison de Jehansard. Le traitement médiatique des affaires dites de pédophilie fut montré du doigt, ont été dénoncés pêle-mêle une précipitation, un manque de professionnalisme,
une tendance à croire le pire sans vérification, des accusations nominales bafouant parfois la présomption d'innocence, et surtout un abandon des principes journalistiques de base. Le livre de Florence Aubenas, journaliste au quotidien Libération, raconte comment des conversations, protégées par le principe de protection des sources d'information des journalistes, avec un magistrat chevronné travaillant dans la région, l'ont mis en garde contre les excès du juge Fabrice Burgot, chargé de l'instruction. D'autres médias n'ont pas pris les mêmes précautions, certains hebdomadaires faisant des gros titres, en reprenant des informations non recoupées. Alors que le premier article, dans La Voix du Nord le 7 avril 2001, avait suscité l'indifférence, l'arrestation de cette personne à Boulogne-sur-Mer à la mi-novembre a déclenché un emballement des hiérarchies rédactionnelles. Certaines y résistent, comme Jean-Marie Ponto, alors rédacteur en chef investigation à l'hebdomadaire L'Express. Des contre-enquêtes sont diffusées relativement vite, en mars 2002 dans Au nom de la loi RTBF qui fait le voyage d'Ostende pour découvrir qu'il n'existait pas de sex shop au centre du prétendu réseau, puis le 4 avril 2002 dans Pièces à conviction sur France 3. Les médias plaident pour une réflexion sur l'équilibre qui doit être trouvé entre le droit et le devoir d'informer et le respect de la présomption d'innocence. Malgré ses bonnes intentions affichées, Antoine Perrault montre que les médias se sont surtout préoccupés de se couvrir mutuellement. Selon Jean-Claude Magendie, premier président honoraire de la Cour d'appel de Paris, l'affaire d'Outreau a démontré que la justice ne pouvait se désintéresser de la façon dont elle est perçue et comprise, mais qu'elle devait le faire sans perdre son indépendance. À l'occasion de ce procès, l'ensemble des réactions sociétales face aux affaires d'abus sexuels sur mineurs est remis en question. La question de la place de l'opinion publique dans le processus de justice est posée, cette dernière étant présentée à travers le filtre des médias. Dans cette affaire, les réactions ont été très différentes entre le début et la fin de l'affaire. L'opinion publique fut très partagée, si les prêtres du Doyenné furent par exemple très solidaires de l'abbé Dominique Ville, l'évêque d'Arras Monseigneur Jean-Paul Jäger en revanche ne souhaita pas engager le diocèse et refusa notamment d'aider l'abbé Ville à financer sa défense. La réponse classique du droit est d'essayer de limiter le plus possible toute pression sociale sur les juges. Ils ne peuvent donner de conférences de presse, par exemple. Certains avocats de la partie civile, rejoints par des magistrats et certains experts, refusent de parler de « fiasco judiciaire » et critiquent l'attitude des avocats de la défense lors du procès. Le président de la Cour d'appel de Douai, Éric Morel, indique l'extrême tension des débats, ne favorisant pas l'expression des enfants. S'il reconnaît qu'à l'audience, les avocats de la défense ont fait leur travail, il leur reproche leur relation avec la presse nationale, se concrétisant par des repas associant certains avocats, des journalistes et des accusés. Claire Brisset, défenseur des droits de l'enfant, dénonce la violence de la situation pour les enfants témoignant lors du premier procès, avec des « exclamations » qui fusent, des « grandes personnes » qui s'interrompent bruyamment. La commission d'enquête parlementaire constate, avec le député Gilles Cocampo, une stratégie de défense collective des avocats des futurs acquittés, sans la juger négativement. Ce point est confirmé par Meda Silva, qui affirme que 16 avocats sur 17 avaient la même stratégie. Claire Monpied, membre de la Chambre de l'instruction en 2004, regrette pour sa part cette stratégie et affirme que la défense avait pris comme argument de plaidoirie de caricaturer la justice, plutôt que de répondre loyalement aux questions difficiles et délicates que posait ce dossier. Les personnes détenues à tort ont demandé une indemnisation jusqu'à 1 million d'euros chacune, sans respecter les procédures habituelles en passant par la Commission nationale de réparation de la détention provisoire, mais en négociant directement avec les cabinets du ministre de la Justice et du Premier ministre. Ces indemnisations couvrent 4 champs, le préjudice moral, la faute lourde de l'État, la détention préventive et le préjudice matériel. Après avoir reçu une provision de 250 000 euros, 15 jours après leur acquittement, certaines transactions dépassent le million d'euros à l'issue de négociations entre leurs avocats et la chancellerie. Les 12 enfants reconnus par la justice victimes de viols, d'agressions sexuelles et de corruption de mineurs ont également été indemnisés à hauteur de 30 000 euros. La commission a proposé, réformer le régime de la garde à vue. Rendre les enquêtes du parquet plus contradictoires. Limiter la détention provisoire. Limiter l'exercice des fonctions judiciaires isolées. Créer la collégialité de l'instruction. Refonder la chambre de l'instruction. Garantir l'accès au dossier.
Améliorer la qualité des expertises. Mieux protéger les intérêts des enfants. Redéfinir les conditions du recueil des déclarations des enfants. Repenser la gestion des carrières des magistrats. Responsabiliser les magistrats. Responsabiliser les médias. Rendre compte de la politique pénale devant le Parlement. Doter la justice de moyens dignes de sa mission. Les dysfonctionnements de l'affaire d'Outreau ont marqué l'opinion puisqu'ils ont jeté une lumière crue sur la responsabilité d'un juge. Les motifs de la réforme. Il y a deux motifs principaux. Les détentions provisoires ont été très longues et l'affaire a été très médiatisée. Les pièces du dossier ont été communiquées aux avocats avec énormément de retard, des moyens médiatiques considérables ont été utilisés, et on a pu assister à un basculement médiatique à mesure du procès. La prévention des détentions provisoires abusives. Le rapport parlementaire proposait de nouveaux butoirs à la limitation de la détention, mais plus l'affaire est complexe, plus la recherche de la vérité est longue. Il est cependant nécessaire de mieux encadrer la détention provisoire. Certains critères de mise en détention provisoire sont maintenus, éviter la fuite des personnes, empêcher la récidive, préserver les preuves. Le critère de trouble à l'ordre public est supprimé pour les délits et maintenu pour les crimes tels que la profanation de tombes, un accident grave de la circulation. La détention provisoire ne peut pas résulter du retentissement médiatique. La présence d'un avocat est rendue obligatoire lors du débat contradictoire pour décider de la détention préventive. Concernant la publicité du débat contradictoire, le secret de l'instruction est aménagé. Auparavant, la demande de publicité émanait de la personne mise en cause et se traduisait par un communiqué de presse. La loi de mars 2007 rend le débat contradictoire public, permettant d'éclairer sur les causes de la détention provisoire. Il est possible de s'opposer à la publicité des débats, par exemple en cas de risque d'entrave à la justice, si la victime le demande comme c'est le cas pour le procès, ou si la personne poursuivie s'y oppose, risque d'atteinte à la présomption d'innocence. Une audience de contrôle devant la chambre d'instruction est créée. Elle doit renforcer les droits des parties et le caractère contradictoire de la procédure, contestation de la présomption d'innocence, possibilité de devenir témoin assisté, au fur et à mesure de l'évolution du dossier, demande de confrontation, renforcement du caractère contradictoire de l'expertise, les avocats pourront désigner un contre-expert, renforcement du caractère contradictoire des informations avant l'audience, l'avocat pourra faire valoir des éléments avant l'audience, célérité des procédures, suppression des procédures inutiles, un particulier peut saisir le juge pénal, si des poursuites étaient engagées, pour entraver certains procès, le pénal bloquait les autres jugements au risque d'encombrer inutilement les juges d'instruction. Le non-lieu sera plus facile en cas de plainte manifestement inutile. Pôle d'instruction dans certains TGI, tribunal de grande instance, la causaisine de plusieurs juges sera plus facile. La création de pôles d'instruction est prévue en mars 2008. Les 3 magistrats devront saisir le JLD, juge des libertés et de la détention pour une mise en détention provisoire, avec intervention du procureur, mais certains TGI n'auront qu'un seul juge. Enregistrement audiovisuel, mis en place au 1er juin 2008 pendant les gardes à vue et l'instruction pour les crimes, existe déjà pour les mineurs. Cette mesure peut être interprétée comme une défiance à l'égard de la justice mais peut aussi servir de garantie et préviendrait d'éventuelles contestations. Alors, le projet de loi contient 17 articles dont la mesure la plus importante est l'enregistrement audiovisuel obligatoire des gardes à vue dans les affaires criminelles, à l'exclusion de celles qui concernent le terrorisme et le crime organisé. Le rapport de l'Inspection générale des services judiciaires rendu public le 9 juin 2006 écarte toute faute disciplinaire dans le dossier d'Outreau. Il propose en outre plusieurs pistes d'amélioration, dont beaucoup sont conformes à celles suggérées par la commission d'enquête parlementaire. Exprimant une claire insatisfaction envers la réforme de la justice en cours, le député Georges Fenech, accompagné de l'avocat Éric Dupond-Moretti et de plusieurs acquittés d'Outreau, a annoncé le 21 décembre 2006 la création d'un « observatoire d'Outreau » destiné à promouvoir une réforme profonde de la justice et d'alerter les autorités ainsi que l'opinion publique sur les nécessaires changements attendus par le pays. L'association est finalement créée en 2011, sans activité recensée à ce jour. L'affaire d'Outreau ne semble pas correspondre à un dysfonctionnement isolé de la justice, pas plus qu'à un problème de la seule institution judiciaire. Le 4 septembre 1996, le Premier ministre Alain Juppé avait déclaré « Il faut parfois mettre entre parenthèses les droits de l'homme pour protéger ceux de l'enfant ».
Dans le même article, la future experte de l'affaire d'Outreau, Marie-Christine Grison, affirmant en tant que psychologue responsable d'une structure d'accueil aux victimes, à Hazebrouck Nord. Nous disposons d'une méthodologie fiable pour déterminer si un enfant dit la vérité. Le 14 mai 1997, dans une note intitulée « Pédophilie », un autre instituteur mis en examen, le quotidien L'Humanité fait état d'une déclaration du ministre de l'Éducation nationale, François Bayrou, insistant sur la nécessité de « saisir la justice en cas de soupçon envers un enseignant, si, dans l'enquête, quelqu'un est soupçonné, on suspend sa présence auprès des élèves. Et si quelqu'un est condamné, il est radié. » D'après le site de la famille de Bernard Anse, le suicide de cet enseignant avait eu lieu le 10 juin 1997 pendant la soirée, alors que, d'après une information du journal Le Monde du 13 juin, Ségolène Royal déclarait avoir effectué le 10 juin un tour par téléphone des inspections académiques afin d'entreprendre un recensement des cas de pédophilie signalés à la justice. Dans un entretien de février 2006, Alain Anse, frère de Bernard Anse, rappelle que la circulaire royale, parue en septembre 1997, prévoit que, dès qu'un élève a confié à un membre de l'Éducation nationale des faits dont il affirme avoir été victime, il appartient à ce fonctionnaire d'aviser immédiatement et directement le procureur de la République, sous la forme écrite et transmise, si besoin est, par télécopie. En mai 2002, Florence Rau, une avocate au barreau de Paris défendant des enseignants mis en cause dans des affaires d'allégations d'abus sexuels, avait déclaré à ce sujet au quotidien Le Figaro, « Aujourd'hui, notre société, bouleversée par quelques affaires particulièrement atroces, est entrée dans l'ère du soupçon. » Inversement, des psychologues, sachant que 10% seulement des signalements donnaient lieu à une procédure judiciaire avant l'affaire, contestent qu'il y ait jamais eu de sacralisation de la parole de l'enfant et estiment que l'affaire d'Outreau a fait régresser de 20 ans la prise en compte de la parole de ceux-ci. Un autre élément des antécédents de l'affaire, mis récemment en évidence par des parlementaires, lesquels, quand, réside sans doute dans une réticence chronique des institutions françaises à aborder dans la clarté la question de la responsabilité et de l'apparence d'impartialité des magistrats et d'autres corps influents de l'État. Un avis du Conseil supérieur de la magistrature du 11 mars 2004 sur « les mesures qui pourraient être prises pour mieux garantir l'autorité judiciaire contre la mise en cause injustifiée de tel ou tel de ses membres » affirme que « les demandes répétitives en récusation ou en renvoi peuvent être dirigées contre un même juge ou une même juridiction, de façon quasi obsessionnelle, par un justiciable particulièrement vindicatif, voire déséquilibré. » Un article du 25 décembre 2006 souligne également, à la lumière du débat parlementaire récent, que la France n'avait jamais mis en application la charte de 1998 du Conseil de l'Europe sur le statut des juges, notamment son article 5.3, toute personne doit avoir la possibilité de soumettre sans formalisme particulier sa réclamation relative au dysfonctionnement de la justice dans une affaire donnée à un organisme indépendant. Cet organisme a la faculté, si un examen prudent et attentif fait incontestablement apparaître un manquement de la part d'un juge ou d'une juge, d'en saisir l'instance disciplinaire ou à tout le moins de recommander une telle saisine à une autorité ayant normalement compétence, suivant le statut, pour l'effectuer. La question de l'organisme indépendant mentionné par la charte serait réglée, dans les actuels projets de loi, en élargissant les prérogatives du médiateur de la République qui, jusqu'à présent, ne pouvait pas intervenir en matière de justice. Condamnation ultérieure et modifiée le 23 février 2012, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a condamné Franck et Sandrine Lavier, deux acquittés d'Outreau, respectivement à 10 et 8 mois de prison avec sursis pour violences habituelles, sans caractère sexuel, sur deux de leurs enfants. Le couple avait été également inculpé de corruption de mineurs, des vidéos prouvant que des adultes nus avaient mimé des actes sexuels devant de jeunes enfants au domicile des Lavier. Le tribunal a estimé que ces faits étaient moralement répréhensibles, mais que la volonté de corrompre les mineurs n'était pas prouvée et a acquitté les époux Lavier de ce chef. Le 8 juin 2016, Franck Lavier est placé en garde à vue, sa fille Cassandra de 17 ans ayant porté plainte contre lui pour agression sexuelle et viol. Il a été mis en examen à l'issue de sa garde à vue, mais laissé libre sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de se présenter à son domicile et d'entrer en contact avec la plaignante. En juillet 2021, le parquet a requis le renvoi de Franck Lavier devant le tribunal correctionnel pour des faits d'agression sexuelle, commis entre septembre 2014 et mai 2016,
Lavier fait appel de son renvoi en septembre mais devra être jugé aux assises du Pas-de-Calais. En mars 2022, Chérif Delay, une des anciennes victimes, comparaissant devant le tribunal correctionnel de Versailles pour des délits de violence conjugale en récidive de 2016 à 2022, est mis en examen par un juge d'instruction à Versailles, pour tentative de meurtre par conjoint et menace de mort après des aveux en audience.